Bonsoir à tous. Tambour battant consacré aujourd'hui au marxisme. Le marxisme a-t-il encore un avenir politique? En tout cas, il a un passé politique. Et avec Marie-Christine Wener, ici présent, nous recevons Emmanuel Bélanger. Emmanuel Bélanger, vous êtes historien, vous êtes chercheur au CNRS. Vous avez travaillé sur Ville de banlieue avec Jacques Giraud. Et puis, vous venez de publier Ivry, banlieue rouge, capitale du communisme français au XXe siècle, chez Créafis. Avec vous, Mourad Takzout. Mourad Takzout est conseiller municipal ivrien. On voulait avoir un local, évidemment. Et il est aussi suppléant de la députée France Insoumise d'Ivry. Alors voilà, je voudrais commencer avec ce passé politique du marxisme à Ivry. Vous montrer que l'expérience du socialisme municipal dans une banlieue industrielle tenue par le Parti communiste français, c'est sans doute un élément très important qui marque le paysage national au XXe siècle. Dans les années 20, cette cité ouvrière, a marqué le communisme urbain. Maran, Georges Maran, qui fut ministre à la Libération, Maurice Thorez surtout, puisque c'est la ville de Maurice Thorez, qui pendant très longtemps a été le secrétaire général du Parti communiste français, qui a été député de la ville. On peut dire que c'est à la fois, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, un modèle de sociabilité militante, et que le communisme est un lieu de déploiement, Ivry est un lieu de déploiement du communisme municipal. Alors je voudrais commencer avec cette idée des réalisations du communisme, parce que c'est une politique qui a été très efficace. Je pense évidemment aux logements sociaux, aux colonies de vacances, à tout ce qui est les loisirs, s'occuper des vieux, Ivry solidaire au moment du Front populaire, les brigadistes ivriens dont vous montrez le rôle pendant la guerre d'Espagne. Et prenons par exemple l'exemple de Détouche, qui a été conseiller municipal d'Ivry, comme Mourad Takzout, mais qui est parti en Espagne. Et vous racontez d'ailleurs son départ en Espagne, c'est absolument passionnant. Est-ce que c'est une culture de bastion, Emmanuel Bélanger? Alors, Ivry est un laboratoire de réalisation sociale, un laboratoire dont, en effet, les formes de politisation reposent sur une sorte de repli de clocher à base de classe, dirait l'historienne Annie Fourcault, et donc un bastion. Un bastion dans un environnement institutionnel et politique qui est encore très largement dominé par un anticommunisme virulent dans les années 20, au milieu des années 20, lorsque Ivry se donne au communisme. Mais en effet, Ivry est un laboratoire puisque sont inventés les HBM municipales sur cette ville, donc les habitations à bon marché, ancêtres des HLM. Plus de 800 HBM sont réalisés durant l'entre-deux-guerres, donc sur une période extrêmement courte, avec l'idée en quelque sorte de servir la classe ouvrière et surtout aussi avec l'idée de s'enraciner et d'enraciner un modèle politique de socialisation, de politisation qui repose sur une forme de contrôle social de l'espace en vue de pérenniser une action politique et militante. Donc Ivry, un laboratoire avec les habitations à bon marché. Vous avez eu raison d'insister aussi sur les colonies de vacances qui sont incontestablement aussi un lieu de mémoire. On voit que des générations d'Ivriens et d'Ivriennes sont succédés au MAT. Au MAT qui est le lieu phare en quelque sorte de ces colonies enfantines. Vous pouvez dire où c'est ? Alors, c'est sur le littoral atlantique, et c'est intéressant parce que la figure de ce communisme municipal, c'est une figure assez méconnue, qui est Georges Maran, qui a été à la tête de cette ville de 1925 à 1965. Donc là, on voit la longévité de cette expérience incarnée. Et Maran sent très vite
à la différence d'autres camarades qui sont aussi maires de Ville-Rouge, qu'il ne faut pas le château. Alors le château, bien sûr, c'était un lieu d'orgueil, puisqu'il devenait en quelque sorte la propriété de la classe ouvrière, mais il n'était pas adapté en quelque sorte à l'hygiène sociale. Donc Maran, lui, invente à Ivry la colonie moderne. La colonie moderne avec des bâtiments nouveaux, avec un service de santé, avec bien sûr une forme de politisation de cette petite jeunesse, mais avant tout avec le souci de diffuser l'hygiène sociale pour lutter contre les maladies sociales de l'époque, la tuberculose et la promiscuité urbaine qui marquaient encore le tissu urbain de Bélanger, on peut dire qu'il y en avait pour toutes les couches sociales. Il y en avait pour les jeunes avec les colonies de vacances, toutes les générations. Oui. Et en même temps, alors peut-être pas pour toutes les couches sociales justement, oui. mais toutes les générations. Il y avait aussi les vieux qui étaient organisés, les femmes qui sont organisées à l'Union des femmes françaises. On a au fond beaucoup d'associations qui encadrent la population, et on peut dire que le Parti communiste, par l'intermédiaire de ces associations, qui sont des associations dominées, arrive à rayonner sur l'ensemble de la population. Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, ce communisme français, il a plusieurs matrices. Il a une matrice municipale qui est celle de l'implantation dans ces mairies. Et puis, il y a aussi une matrice sociale, organisationnelle, qui repose soit sur le tissu syndical, soit sur le tissu associatif que vous venez d'évoquer. Mais celle qui va résister le plus longtemps, c'est incontestablement la matrice municipale. C'est-à-dire ces municipalités qui offrent incontestablement un ressourcement politique et logistique, on pourrait aussi dire, et qui vont permettre en quelque sorte au Parti communiste de résister dans ces bastions. Mourad Takzout, alors vous qui êtes suppléant de la députée France Insoumise, on peut dire que vous avez battu le Parti communiste. Mais vous prenez en compte quand même les acquis du Parti communiste en toutes ces années que décrit Emmanuel Bélanger dans son livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment là, il n'y a pas une matrice politique extraordinaire qui est à articuler avec le marxisme, qui est la référence idéologique? Oui, en fait, déjà, je récuserai le mot battu le Parti communiste. Et le mot battu, oui, parce que dans notre esprit, dans mon esprit... Il ne faut pas le dire. Non, c'est pas le sujet. C'est que battre l'objectif n'était pas pour nous de battre le Parti communiste comme on battrait la droite ou des options, on va dire, allez, on va utiliser un mot ancien qui fâche, réactionnaire. C'est-à-dire que face au Parti communiste, effectivement, et ça rejoint votre question, on n'est pas dans une guerre, dans une bataille ou dans une opposition frontale, parce qu'on partage largement, avec les militants en tout cas, des aspirations, d'une société basée sur le partage, sur la justice. Et la France Insoumise, qui est un objet nouveau dans le champ politique, elle a aussi comme héritage les différents courants du mouvement progressiste français, dont fait partie, avec ses lumières et ses ombres, l'héritage communiste. Et donc la victoire, si on peut l'appeler comme ça, ou l'élection d'une députée France Insoumise sur cette circonscription très populaire, donc il y a Ivry, il y a Vitry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre et Gentilly. Et certes, une évolution, voire une rupture avec ce que notre ami décrit avec savoir et tout. Moi, je suis pas historien, j'ai pas fait tous les travaux que vous avez faits. Il y a un dépassement, mais aussi, quelque part, l'expression que sur ce territoire, il y a la culture l'envie d'une société, du partage, de la justice et en même temps du développement et aujourd'hui de l'écologie est quelque chose de manifeste. C'est pas la députée, c'est pas la candidate En Marche qui a été élue. Et c'est alors dans un contexte de très forte vague. Marie-Christine Denner. Oui, alors Aurélien Bélanger, vous avez parlé... Emmanuel. Excusez-moi. C'est un lapsus tout à fait intéressant, parce qu'avec Aurélien Bélanger, nous avons des terrains convergents, le Grand Paris, les banlieues. Autant pour moi. Mais l'un est romancier et l'autre est plutôt historien. Bon, je repars à zéro. Vous avez très bien décrit les capacités de bonne gestion du Parti communiste
à Ivry, je suis tout à fait d'accord parce que j'ai moi-même vécu dans une autre municipalité qui était gérée par le Parti communiste à l'époque. Comment expliquez-vous que ce fait qui a été signalé à plusieurs reprises, que le Parti communiste réussit dans les élections locales, mais que les gens qui ont voté pour lui lors des élections locales ne votent pas tous pour lui lors des élections nationales. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît des capacités de bonne gestion, mais on se méfie un petit peu de le mettre à la tête de l'État au plan national. Alors, c'est vrai que je dirais cette persistance, cet enracinement du vote communiste aux élections municipales, il tient d'abord à nos institutions locales, c'est-à-dire à cette figure du maire qui a été, je dirais, moins décriée, moins dévalorisée que d'autres personnels politiques. Donc on reste très attaché à cette figure municipale du premier magistrat communal, qui est une figure un peu paternante et attachante. Donc je crois que les maires communistes se sont inscrits dans cette continuité d'une personnification du pouvoir local. Et ensuite, c'est vrai qu'ils ont incontestablement à leur actif, en tout cas durant cette première moitié du XXe siècle, des réalisations municipales qui offrent non seulement des services publics, qui offrent la santé, qui offrent des soins. C'est-à-dire que ce qui caractérise le communisme municipal, ce n'est pas uniquement l'accès aux médecins. Les médecins existaient déjà. Mais par exemple, ce sont les spécialistes. Les spécialistes dans les centres de santé qui vont, ou les soins dentaires par exemple, qui vont enfin être accessibles à ces milieux populaires. Donc on a ici vraiment une forme de redevabilité, de reconnaissance politique d'un électorat qui est un électorat populaire à l'égard d'élus qui, il faut quand même le rappeler... Excusez-moi, je vous interromps, parce que la question, c'est presque le plafond de verre. C'est-à-dire, je reconnais tout à fait ce que vous dites. En plus, on a vécu des mesures de déconcentration. Donc, le pouvoir central a de plus en plus déconcentré au niveau des municipalités des prérogatives qui étaient siennes. Mais pourquoi, alors que, comme vous le dites, et j'y souscris pleinement, le Parti communiste est un très bon gestionnaire. Moi, si j'ai un bon gestionnaire en face de moi et qui se présente à quelque chose d'au-dessus, je lui fais confiance après tout. Et pourquoi on ne lui fait pas confiance au niveau national ? Parce que les électeurs, y compris en banlieue rouge, ont dissocié un projet municipal d'un projet national. Oui, et ils ont dissocié le projet municipal et le programme municipal des élus qui servaient directement leurs intérêts qu'un projet du Parti communiste français qui a connu des fluctuations importantes, qui a connu des phases de bolchevisation, de stalinisation, de raidissement politique. Et donc on voit surtout à partir de cette fin des années 50, c'est tout à fait intéressant, par exemple, cette banlieue rouge qui va voter en faveur du général de Gaulle, en tout cas voter en faveur de la Ve République, lorsque le Parti communiste, lui, pensait au contraire arriver à imposer ses vues à un électorat. Et ce n'est plus le cas dès la fin des années 50. Emmanuel Bélanger, oui. Peut-être même avant, parce que, bien sûr, on peut voir d'ailleurs que la députation, qui est depuis 1920, la députation communiste, ils l'ont perdue avant que Mourad Takzout ne devienne suppléant d'une députée France Insoumise. Il y a eu le Parti socialiste. Le Parti socialiste a gagné la députation sur Ivry, mais pas la municipalité. Voilà, il a gagné la députation. Mais pourquoi ils l'ont fait bien avant ? Il y avait quelque chose qui a compté avant les années 50, me semble-t-il. C'est ce que vous appelez, au fond, ce qui s'est passé avec le pacte germano-soviétique, où vous dites comment justifier l'impensable. Et vous nous montrez comment, dans votre livre, au fond, pendant le pacte germano-soviétique, dans une ville comme Ivry, il y a eu une espèce de saisissement très très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, les soviétiques, qui étaient quand même la figure extraordinaire pour tous les communistes d'Ivry comme d'ailleurs, en France, faisant l'alliance avec les nazis, c'était difficile à comprendre. Et là, vous nous montrez un parti communiste, je dirais presque paralysé
par ce pacte germano-soviétique. Est-ce que ça n'a pas laissé des traces? Vous parlez aussi de cette question du culte de la personnalité, des anniversaires de Maurice Thorez, surtout à Ivry, puisque Ivry est la ville de Maurice Thorez. Et donc les cadeaux à Maurice Thorez qui s'entassent, etc., culte de la personnalité. Vous nous montrez, au fond, une situation très difficile, c'est-à-dire une délégation à la place de la mairie, une délégation qui est mise en place par le gouvernement, à la place donc des élus communistes, et au fond, très curieusement, une sorte d'entretien amical qu'il y a de certains militants communistes avec les soldats allemands. Alors moi, je ne savais pas ça. C'est dans votre livre, hein, entretiens amicaux avec les soldats allemands. Ça veut dire qu'il y a donc même eu des communistes qui ont cru à cette alliance. Alors, je voudrais que vous me disiez si, à votre avis, c'est pas ce qui explique le paradoxe souligné par Marie-Christine. Il y a eu le parti des fusillés aussi. Enfin, oui, mais ça contrebalance. Oui, qui contrebalance. Contrebalance, donc. Toutes les rues d'Ivry portent le symbole de cette résistance. Oui, bien sûr que cette image du parti des fusillés va marquer l'imaginaire et la mémoire militante, c'est incontestable. Il y a eu des blessures avant. Mais ce qui est intéressant dans cette mise en perspective que vous soulignez, Antoine Spir, c'est finalement les différents moments, les conjonctures, qui sont des conjonctures nationales ou internationales, qui vont peser, y compris au niveau communal. Et c'est ce que l'on peut observer grâce à cette monographie sur Ivry. Donc, d'abord, il y a incontestablement ce temps du rassemblement populaire, du Front populaire, avec la main tendue aux chrétiens, avec des formes d'innovation politique qui vont marquer incontestablement la façon de faire la politique dans ces territoires de la banlieue rouge. Mais quand vous dites main tendue aux chrétiens, j'ai été étonné que dans votre livre, par exemple, vous nous montrez que les catholiques ne prennent pas parti pendant très longtemps. Ils ne veulent pas s'engager politiquement. Lorsqu'il y a eu Madeleine Delbrel, qui a joué un rôle très important à Ivry, qui est une sorte de bonne sœur, qui d'ailleurs va être sanctifiée par le pape, qui a engagé le processus de sanctification. Eh bien, quand il y a eu Madeleine Delbrel, les chrétiens ont hésité à s'engager avec les communistes, un peu comme s'il y avait une espèce de réticence à jouer le jeu jusqu'au bout. Encore que les communistes disaient toujours, nous on invite les catholiques partout, etc. Mais leur démarche était très active, de l'autre côté moins. D'abord, cette Église, elle est marquée par son anticommunisme originel, ça c'est incontestable. Et le Parti communiste lui-même condamne l'expérience catholique ou les expériences religieuses en général. Donc ce qui est tout de même intéressant, c'est de voir que ces communistes et ces chrétiens, imprégnés du socialisme, du catholicisme social, vont incontestablement apprendre à se partager leur territoire et même à nouer des formes de compromis, qui sont des compromis souvent officieux. Et cette main tendue, c'est une réalité dès l'entre-deux-guerres. Alors, on a certes les chantiers du cardinal, on a certes cette volonté en quelque sorte d'évangéliser les banlieues populaires du côté des catholiques, mais on a aussi, je dirais, ce sens de la réalité, ce sens du réalisme politique qui imprègne autant les catholiques que les élus locaux communistes et qui se disent finalement que pour servir cette classe ouvrière, ces milieux populaires, il convient aussi de tisser des compromis. Et ça explique finalement ce compagnonnage de Madeleine Delbrel que vous citez à l'instant avec ce marxisme et avec ces élus avec lesquels elle entretient une certaine affinité, si ce n'est une réelle amitié. Parce qu'ils ont en commun finalement de partager le souci des pauvres. C'est une réalité de la pauvreté et de chercher en quelque sorte à l'atténuer. Donc on retrouve ces liens importants. Et vous parlez d'un divorce entre le PCF et sa base sociale pendant cette période du pacte germano-soviétique. Tout à fait. Et moi, ma question, c'était, est-ce que vous ne croyez pas que là, à ce moment-là, c'est construit quelque chose qui explique l'écart qu'il y a entre le municipal et le national? Alors, il faut bien se resituer dans le contexte de l'été 1939, où pendant des années, je dirais, tout l'engagement militant, il passe par l'antifascisme. Et à partir du pacte germano-soviétique, à l'été de 1939, on a un monde qui s'effondre. Un monde qui s'effondre pour une grande partie de ces militants qui, vous l'aviez dit dans votre introduction, s'étaient attachés à défendre l'Espagne républicaine. On a l'expérience des brigades internationales. On a les premiers militants communistes qui vont décéder ou être tués en Espagne pour défendre leurs idéaux. Et tout d'un coup, on a ce choc
de l'impensable, c'est-à-dire de voir Hitler et Staline nouer une alliance. Donc incontestablement, on a un décrochage, mais un décrochage qui ne va pas en quelque sorte ternir l'image de ces élus communistes qui, dès l'après-guerre, vont de nouveau, en quelque sorte, et même avant, vous avez raison de le dire, avant la libération, vont s'engager dans la résistance en s'appuyant sur ce qu'étaient les bastions au sein même de ces villes rouges, c'est-à-dire les cités HBM, c'est-à-dire tous ces lieux de sociabilité qui font renaître en quelque sorte l'espoir, je dirais, d'une lutte antifasciste qui mènerait à la libération. Et dont Maran, le maire d'Ivry, depuis 1925, est la figure de proue, puisqu'il est aussi à la tête du Front National, et à la libération, il est déjà... Le Front National, il faut dire ce que c'est. Oui, le Front National de la libération, c'est-à-dire qui devait réunir les différentes composantes de la résistance en vue de préparer un programme du Conseil national de la résistance, et puis au-delà, bien sûr, d'œuvrer à la libération du pays. Donc on voit ainsi le Parti communiste, enfin incontestablement, qui est un lieu politique où le marxisme, c'est d'une manière ou d'une autre, concrétisé. Et je voudrais vous demander comment vous pensez que l'effondrement qui a lieu aussi à Ivry, du Parti communiste, puisque vous parlez d'ailleurs en 1995 d'un moment clé, puisque pour la première fois, la municipalité ne passe pas au premier tour. La municipalité communiste, j'entends, ne réussit pas au premier tour. Et pour en venir à cette période de 95, et donc cet effondrement, comment l'expliquer? Et est-ce que vous ne croyez pas que là, il se passe quelque chose dont votre livre rend compte, mais sans peut-être en prendre toute la mesure? On va y revenir. Non, vous avez raison. En quelque sorte, il faut souligner que l'historien, il s'arrête, je dirais, avant le sociologue ou le politiste. Et c'est vrai que les années 80-90, je les étudie moins parce que je ne peux pas faire ce croisement d'archives que j'avais pu entreprendre pour les périodes précédentes. Mais je crois que dans ce moment 95 que vous soulignez, qui est un moment aussi, en quelque sorte, de rupture par rapport à ce qu'avait été l'histoire électorale et politique d'Ivry, communiste depuis 1925, il faut mettre aussi en perspective ce choc que fut la désindustrialisation. Choc de la désindustrialisation qui se conjugue également avec un renouvellement profond de la population. Renouvellement profond de la population qui vient aussi de l'histoire de l'immigration, et une histoire de l'immigration qui est incontestablement, je dirais, pas investie par le Parti communiste français comme elle avait pu l'être au temps des Espagnols, des Italiens, des premières générations d'immigrés et des Portugais. Mais on voit bien que je dirais, les passages de témoins et les volontés d'intégrer de nouvelles populations ne se jouent pas, en tout cas, au tournant des années 70 et surtout 80, avec quelques épisodes qui vont marquer la mémoire évrienne et surtout les actes politiques. Oui, il y a un point très important, je suppose que vous le connaissez, encore que je crois que l'incident n'est pas raconté dans votre livre. À cette époque, juste au moment de 80-81, il y a cette affaire du bulldozer de Vitry. Il y a non seulement l'affaire du bulldozer... Alors le bulldozer de Vitry, je voudrais quand même rappeler de quoi il s'agit. Bien sûr. C'est donc M. Germac qui est maire de Vitry à cette époque. C'est la commune à côté d'Ivry et qui... non, c'est Mercica qui est maire et qui monte sur un bulldozer pour aller défoncer un foyer de Maliens. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'au lieu de se solidariser avec les étrangers, là on voit une rupture de la solidarité internationale. Est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose, compte tenu du nombre d'étrangers qui va venir à Ivry, qui va expliquer, comme vous venez de le dire, au fond, le fait qu'en 1995, pour la première fois, les communistes ne passent pas au premier tour? Oui, alors je raconte cette histoire et surtout dans la conclusion, je rappelle aussi, Ivry était aussi à un moment donné le lieu de cette triste invention qui est celle des quotas. Donc au sens où la municipalité d'Ivry avait pensé finalement face, je dirais, au choc de la désindustrialisation, à la crise de ses finances locales, à ses rapports très conflictuels avec l'État, elle avait pensé, pour y compris certainement rassurer sa base sociale, imposer des quotas d'enfants d'immigrés, par exemple, pour les colonies ou pour les dispensaires, ce qui est aujourd'hui complètement impensable. Et on voit d'ailleurs une réaction militante et d'une base qui ne comprend pas, en quelque sorte, cette radicalité qui aboutirait à exclure et à stigmatiser les enfants d'immigrés. Donc on a aussi cet épisode-là que je rappelle, mais qu'il faudrait de nouveau investir et étudier, qui est concomitant à ce que vous appelez les bulldozers. Est-ce que vous pensez que c'est une des
des raisons du déclin communiste local? Moi, je pense que local, à Ivry, on aime bien parler de nos spécificités, mais on retrouve ça dans toute alors, à des titres différents, dans toute la banlieue rouge, quoi. Il y a, pour revenir à la question juste précédente, moi je pense effectivement, vous avez en partie raison, le fait que le PCF mais ce n'est pas propre au PCF, beaucoup de partis communistes dans le monde ne sont pas apparus comme une alternative nationale crédible, du fait notamment de l'alignement sur l'Union soviétique. Bon. Et alors, sans remonter au pacte germano-soviétique, c'est vraiment un des sujets, et ça on le retrouve partout, c'est cette difficulté, par peut-être le PC italien, et là, on n'a pas le temps d'en parler là, cet après-midi, mais cette difficulté pour les partis communistes à apparaître comme une alternative nationale. Alors après, ils sont vus, et à juste titre, comme des gens qui aident au quotidien, etc. Et à Ivry ou dans les autres banlieues, on ne déroge pas à cette réalité-là. Sur la question effectivement de la difficulté qu'a eu le PCF, et je dirais dans une certaine mesure la gauche aussi, le PS se pose ce type de questions-là aussi, dans le Nord, dans ces bastions ouvriers, avec l'immigration post-coloniale, l'immigration coloniale, hein, donc en gros les Algériens, les Marocains, Tunisiens. Ce ratage-là, on en voit les effets jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une sous-estimation de ce qu'allait devenir cette population. On parlait encore du retour au niveau de la CGT et du PCF dans les années 70-80. Il y avait la marche des beurs de 83 vient perturber un petit peu toutes ces certitudes-là. Et il y a une incompréhension de ce qui est en train de se nouer et même un non-accompagnement, un non-travail, une rupture. Il y a peu de militants issus de l'immigration algérienne, des jeunes générations dans le PC des années 80-90, d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui. Et donc il y a cette incompréhension de ce qui est en train de se passer pour l'immigration nord-africaine. Il y a cet épisode du bulldozer de Vitry. Je serais moins injuste que vous, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Quand ils font, de mémoire, hein, quand ils vont protester contre ils vont raser le foyer malien, c'est sur la thématique. Et pourquoi les immigrés viennent chez nous pourquoi seulement chez nous. Dans le livre, ça y revient, vous y revenez largement. D'ailleurs, pourquoi on concentre la misère dans des lieux déjà de misère Emmanuel Bélanger. Et je termine juste là-dessus. Oui, merci. Effectivement, moi, il me semble, hein, avec le recul, c'est que cette position qui pourrait se défendre ne s'accompagne pas d'un travail, d'une mobilisation avec les travailleurs immigrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr, dans l'esprit du PCF, que les travailleurs maliens, les travailleurs et autres travailleurs africains étaient partie prenante pleine et entière de la classe ouvrière française et avec lesquels il fallait mener le combat. Emmanuel Bélanger. Non, peut-être un point de vérité historique qu'il faut tout de même souligner. L'affaire du bulldozer de Vitry, on ne peut la comprendre que si l'on pense également à d'où viennent ces Maliens. Et de Saint-Maur, c'est-à-dire une ville à l'entre-soi bourgeois bien prononcé, qui depuis des années militait pour fermer ses foyers et qui négocie avec l'opérateur de l'époque en vue finalement de déplacer les Maliens qu'elle ne veut plus sur son territoire dans des villes qui ont incontestablement assumé une tradition d'accueil des populations migrantes depuis le 19e siècle, si j'ose dire. Donc ce qu'il faut, à mon avis, aussi souligner et rappeler, c'est qu'on a, je dirais, un discours municipal dans les villes rouges, mais pas uniquement dans les villes populaires, dès les années 60, contre la ghettoisation de leur territoire. En disant, dès les années 60, ce que disent ces maires des villes rouges notamment, c'est que, je dirais, l'effort de construction de logements sociaux, l'effort de construction de foyers doit reposer sur une politique équilibrée et imposer, y compris au territoire de l'entre-soi bourgeois, de participer à cet effort de construction. Je crois que c'est important aussi de le rappeler. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que le livre de Emmanuel Bélanger s'appelle « Ivry, banlieue rouge, capitale du communisme français au XXe siècle » et chez Créafis. Merci.
Le marxisme a-t-il encore un avenir politique? Deuxième partie, sur le grill, Bernard Foutrier, bonsoir. Bernard Foutrier, vous avez fait des études de philosophie et d'histoire, vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales, disons. Vous êtes l'auteur de 2 livres, Le stalinisme aux couleurs de la France, chez l'Harmattan, et puis La lumière du marxisme et l'ombre du parti, aussi chez l'Harmattan. En face de vous, Bernard Vasseur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie, directeur de la maison Elsa Triolet à Aragon, auteur d'un livre qui s'appelle La démocratie anesthésiée aux éditions de l'Atelier, Émancipation mode d'emploi aux éditions du Cercle d'Art, et Oser la culture, c'est un livre collectif auquel vous avez participé, publié chez Arkham 17. Et alors vous avez été collaborateur, c'est par ça qu'on va commencer curieusement, de Robert Hue au moment où il écrivait ce livre sur ce qu'il a appelé la mutation. Robert Hue était secrétaire général du Parti communiste, et à ce moment-là, vous travailliez avec lui. Et c'est la première chose que je voudrais faire avancer, parce que ça revient dans vos livres, l'idée selon laquelle le Parti communiste n'a commis aucun crime du stalinisme, mais il a appliqué le modèle soviétique. Et le fait d'appliquer le modèle soviétique, ça a été, même s'il était considéré comme remuant à l'échelle internationale, et au fond, quelquefois s'écartant de la doxa soviétique, la discipline du PCF, l'image de Thorez, la stratégie du Front populaire qu'il a initiée, tout ça fait une spécificité communiste française. Et au fond, là, à cette époque, on voyait un avenir politique pour le marxisme qui était, au fond, cette voie française qu'on voulait explorer pour le Parti communiste. Bernard Vasseur. Oui, mais alors la critique du modèle soviétique, ce qu'on a appelé comme ça, et l'élaboration d'un programme dit de socialisme à la française, ça c'est Georges Marchais, ça c'est la fin de Georges Marchais. Et puis après, Robert Hue a en effet poussé plus loin cette analyse en montrant qu'il fallait faire une mutation, précisément parce que les résultats, vous en avez parlé tout à l'heure dans la première partie, les résultats électoraux, l'implication du parti dans la société française, etc., tout ça était en déliquescence, en chute libre. Donc c'était l'idée de faire une sorte de sursaut politique, théorique, etc., et ça a amené donc cette idée, en effet, de mutation. Bon. Mutation, ça voulait dire évidemment correction d'un certain nombre de pensées, critique, et puis en même temps reconnaissance d'erreurs, oui, d'erreurs. Puisque je suis en face d'un homme qui a souffert et qui a subi des mauvais traitements, si vous voulez, dont on pourrait dire qu'ils sont staliniens, eh bien, d'inspiration stalinienne ou qu'ils sont des pratiques staliniennes, Robert Hue n'a pas hésité à dire oui, il y a eu un stalinisme à la française et ça a entraîné, par exemple, des espèces on a essayé de renouer des liens avec, par exemple, Maurice Kriégel Valrimont, avec Guingouin. Guingouin qui avait développé le parti du côté de Limoges, oui, dans la résistance, une des grandes figures de la résistance. On a essayé de dire combien, en effet, on s'était très, très mal conduit avec des gens comme Paul Nizan, avec Marcel Prenant, précisément au moment de l'affaire Lysenko, enfin, etc. Donc, c'est vrai. Alors, cela dit, ce que vous dites est vrai aussi, c'est-à-dire que Staline, si vous voulez, le stalinisme en France, il a eu des effets désastreux, oui, c'est vrai, dans les comportements, dans les pensées, dans le dogmatisme, dans la conception même de ce qu'on a appelé le marxisme, qu'on a appelé à un moment le marxisme-léninisme, et puis après le marxisme-léninisme stalinien. Voilà, donc quand vous dites le marxisme a-t-il un avenir politique, encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'on appelle le marxisme aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il vaudrait mieux abandonner ce terme tant il est rempli d'étroitesse et puis de multiplicité de sens, puisqu'il y a le marxisme soviétique, le marxisme chinois, le marxisme analytique, etc. Donc, vous voyez, il n'empêche que le pensée de Marx, c'est tout. Voilà. Il n'empêche que la pensée de Marx, justement, ce n'est pas rien. C'est quand même un travail considérable sur le plan théorique. Et la question qu'on peut se poser,
c'est que les aggiornamento dont vous avez parlé avec la mutation de Robert Hue n'ont eu comme résultat que de faire plonger encore plus le Parti communiste français du point de vue de l'électorat. Aujourd'hui, il ne compte plus à l'échelle nationale, ou de façon très marginale. Alors, est-ce que, finalement, on n'est pas en face d'une évolution absolument impossible à arrêter, compte tenu du fait que ce qui peut être accepté comme une mutation très intéressante, que vous avez décrit avec le projet qui était celui de Robert Hue, n'a pas eu de conséquences positives pour le Parti communiste? Non, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le parti a suivi un moment, puis après a emprunté une autre voie. Donc, mais enfin, écoutez, moi je crois que les grandes idées, et l'idée de Marx, l'idée de l'émancipation humaine, qu'il a appelé, lui, le communisme, c'est quelque chose qui a un grand avenir. Pour en venir à la question posée. Toute la question, par exemple, pour moi, je dois vous dire, c'est que quand on regarde le XXe siècle, hein, la question qu'on peut se poser, c'est évidemment, il y a eu une révolution en 1917 en Russie qui s'est réclamée du nom de Marx. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est celle-ci. Est-ce qu'au fond, le problème du XXe siècle, dont il faudrait débattre aujourd'hui, est-ce que ce qui a raté au XXe siècle, c'est pas plutôt le socialisme? Parce qu'il y a une extraordinaire confusion entre ces deux notions dans la tête de bien des gens. C'est-à-dire que vous voyez, moi je dirais, le XXe siècle, ce qu'il nous montre, c'est qu'il y a un échec du socialisme sous ces deux versions. La version social-démocrate et la version social-autocrate, si on peut l'appeler comme ça. La version social-démocrate, c'est celle des partis sociaux-démocrates, socialistes. Vous voyez, nulle part ils n'ont transformé le régime capitaliste, nulle part ils ont et aujourd'hui, ils sont complètement couchés devant le capitalisme, devant la société, la globalisation, etc. Bien, mais de l'autre côté, il y a eu ce qu'on pourrait appeler, oui, une sociale autocratie, c'est-à-dire faite par des communistes cette fois, hein, et qui a donné des résultats, et puis dont on a vu qu'effectivement ils étaient très coûteux et qu'ils s'étaient voués à l'échec, puisque ces pays ont été rayés de la carte. Donc, vous voyez, moi, le problème du XVIIIe siècle, c'est pas du tout le communisme, donc ce n'est pas du tout la pensée de Marx. Le XXe siècle, c'est l'échec du socialisme. Il ne vous a pas échappé que les pays qui se sont construits à l'Est, ce sont des pays socialistes, la République socialiste, etc. Ce qui est curieux, c'est que quand on a commencé, même en France, à se dégager des schémas de pensée, des comportements, etc., soviétiques, on a appelé ça le socialisme à la française. C'est-à-dire qu'on est dans un espèce de paradoxe. Le Parti communiste français, ou ce qu'il en reste, le Parti communiste, veut à tout prix continuer de s'appeler communiste, mais il n'en parle jamais du communisme. Et par conséquent, ou très peu, ou lors de ses congrès, lorsqu'il y a 10 lignes dans un coin. Vous voyez, autrement dit, on sait surtout contre quoi il est. Il est contre le capitalisme, quelle que soit sa version, contre Macron, contre etc., l'Europe libérale, etc. Mais on ne sait pas pourquoi il est. Or, moi, je crois que si on mettait au premier plan l'idée communiste, telle qu'on la trouve dans Marx, hein, eh bien, on verrait que là, il y a en effet des possibilités d'avenir très grandes. Autrement dit, vous voyez, je conclus là-dessus, pour dire, quand vous dites le marxisme a-t-il un avenir, si le marxisme, aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est réclamé de ce nom en Union soviétique au XXe siècle, la réponse est non. Mais si c'est la reprise aujourd'hui d'une lecture de Marx
D'abord parce qu'on connaît déjà des textes qu'on ne connaissait pas au XXe siècle, des textes de Marx qu'on ne connaissait pas au XXe siècle, parce que c'est quand même un scandale qu'on n'ait pas une traduction des œuvres complètes de Marx en français. Moi, je suis surpris. Chaque fois que je lis un livre d'un spécialiste de Marx, je vois toujours des citations de Marx. Entre parenthèses, la référence est traduction refaite, TR, traduction refaite. Ce qui veut dire que, vous voyez, quand on n'est pas germanophone, eh bien, on n'arrive pas à lire des textes complets de Marx. Donc, c'est là où il y a, à mon avis, un grand avenir à creuser, à développer. Je ne dis pas qu'il faut répéter et faire, comme on a fait si longtemps, une célébration des célèbres citations de Marx, mais il faut reprendre ces textes. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ça nous aide vraiment beaucoup. Bernard Foutrier, alors vous décrivez bien sûr l'impasse qu'a été le stalinisme à la française. Est-ce que vous avez l'impression que cette impasse a invalidé à jamais, au fond, le succès politique du marxisme, ou est-ce que vous pensez comme Bernard Vasseur ? Non, moi je veux dire, si on prenait le thème, le marxisme a-t-il encore un avenir politique ? Si on déplace le mot et qu'on dit est-ce que la pensée de Marx a encore un avenir politique? Là, la réponse à peu près à coup sûr, oui, compte tenu de l'importance de l'œuvre de Marx, qui fait qu'un homme comme Raymond Aron, en 1995, le dernier bouquin favorable à Marx a été publié non pas par les communistes, mais par Raymond Aron. C'est-à-dire que l'œuvre de Marx, au niveau conceptuel, apporte des choses dont on peut... Maintenant, alors, le problème, c'est qu'est-ce que le marxisme ? Et moi, je suis, d'où le titre de mon bouquin, quand je dis que la lumière du marxisme est l'ombre du parti, au sens strict, le Parti communiste, ce n'est pas la réalisation politique d'une idéologie. Le marxisme est le produit de la création du parti et non l'inverse. Le marxisme est né entre 1890 et 1908, avec la création d'une histoire invraisemblable qui est la structuration de la philosophie marxiste au cœur du marxisme. Foutrier, ça veut dire que, en fait, vous opposez ce qui s'est passé sous le nom de marxisme avec l'œuvre de Marx. Oui, alors, oui et non, oui, parce que moi, oui, bien sûr, c'est compliqué. Je me rappelle, j'étais en 79 avec Pierre Georges sur un colloque sur les staliniens à Paris, et je me rappelle Moscovici, le père, hein, Serge, me dit, écoute, Foutrier, dis-moi, dis-moi, Foutrier, ils sont morts à cause du marxisme. Et je dis non, Moscovici, ils sont morts à la lumière du marxisme. Ce qui est différent. Je veux dire que... Pas très, parce qu'ils sont morts dans les deux cas. Non, mais non, c'est très différent. C'est très différent. Il faut calculer le nombre de morts. Moi, je passe ma vie à calculer le nombre de morts politiques et savoir qui est la cause des morts. Mais en gros, ça veut dire quoi, être communiste? On nous a inventé des histoires invraisemblables. Depuis Platon, tout ça, c'est des foutaises. Le mot communiste devient un mot historiquement fondamental quand, en 1914, Lénine dit « La social-démocratie a fait faillite avec la guerre. Il faut changer l'identité communiste, il faut changer l'identité, il ne faut plus être socio-démocrate, mais communiste. » Je rappelle que le mot socio-démocrate est une création des marxistes de la tendance Eisenhower en 1969. C'est les marxistes qui ont créé ça. Mais après l'expérience de la social-démocratie en 1914, après le ralliement de la social-démocratie à la guerre de 14, Lénine dit « La social-démocratie a fait faillite. Et il faut donc changer de nom. » Et que veut donc dire le mot communiste quand je dis parti communiste? Et là, il y a un problème simplement, là, sur l'URSS. Non, quand même. Comment il s'appelle, notre copain philosophe communiste qui a La Roche-sur-Yon Quignou, Yvon Quignou. Quignou invente un truc d'énorme. Il est en 90, et il dit, mais non, c'est pas le communisme qui a échoué en URSS, c'est le socialisme. Alors il nous ressort une histoire aberrante sur le socialisme, excuse-moi de dire ça. Mais enfin, depuis 1924, depuis la Constitution soviétique, pour moi, l'URSS est un pays communiste. Non pas parce que c'est structure, parce que dans la Constitution soviétique, il est dit, article 6, l'article fondamental,
le parti communiste de l'Union soviétique est le parti dirigeant de toute la société soviétique. Ce qui fait que les régimes socialistes de l'Est, ils s'appellent socialistes en logomachie marxiste, mais dans la réalité, ils sont communistes, puisqu'ils sont dirigés par un parti qui se dit communiste. Attendez, oui, mais Voilà. ça, on peut dire peut-être qu'il y a un jeu sur les mots et que l'utilisation de ce mot c'est sur la communiste... stratégie Ah qui non, est différente. non. Le socialisme, c'est une démarche qui consiste à dire on prend l'État, on travaille dans la société capitaliste, puis on s'empare de l'État, et une fois qu'on a l'État, on fait la révolution par en haut, c'est-à-dire que d'en haut, on décide, comme en Russie, on décide la propriété collective des grands moyens de production et d'échange. Le problème, c'est Et que le ça, c'est une problème- question du 19e siècle. Ben oui, mais C'est une question du 19e siècle. Oui, mais Même pas du 20e. Non, c'est précisément ce que je vais essayer de montrer. C'est-à-dire qu'en réalité, la question du communisme, c'est au contraire la réappropriation par les êtres humains, par le peuple, etc., de tout ce qu'ils ont produit, qui est issu du travail et qui leur a été accaparé, qui leur a été retiré. Vous voyez, je ne sais pas moi, qu'est-ce que c'est qu'une machine ? Une machine, c'est du travail, c'est du savoir et du travail incarné dans des mécanismes. Bon, en régime capitaliste, ça devient quoi ? Ça devient du capital. Ça n'est plus du travail, c'est du capital. Eh bien, se réapproprier le pouvoir de décider, d'utiliser ces machines, etc., ça, c'est une démarche communiste. Même chose pour l'État. Mais vous croyez que c'est ça l'avenir des idées de Marx ? C'est se réapproprier ce capital ? Ben oui, parce que le capital, vous savez, j'ai amené ici un petit classique, le plus connu, le manifeste du Parti communiste. Et moi, ce qui me frappe quand je lis encore aujourd'hui ce livre, c'est que précisément, on se dit, mais les idées qui sont là-dedans sont encore plus vraies aujourd'hui qu'à l'époque où elles ont été écrites. Par exemple, le marché mondial. Là-dedans, il évoque la bourgeoisie va constituer le marché mondial. Et on voit bien que, à l'époque, oui, mais aujourd'hui, c'est quand même autre chose. Ça a pris une dimension nouvelle. On voit bien que le développement des villes. Bon, mais la société à l'époque de Marx, elle est quand même dominée par la paysannerie. Bon, le développement des villes, c'est quelque chose d'aujourd'hui, quand les villes deviennent majoritaires. Non, c'est quelque chose qui date du 20e. La classe ouvrière, vous voyez, aujourd'hui, il y a dans le monde la des classe milliards ouvrière de gens. va en train de diminuer. Mais non, en France, oui. Mais dans le monde... Dans le monde, non. Pour la première fois, les statistiques viennent de l'établir. Il y a plus de 50% de la population laborieuse, la population active, comme disent les instituts, qui est ouvrière. Alors on ne la voit pas, parce qu'en France, on a connu une désindustrialisation. Ça signifie que vous nous annoncez, ça signifie que vous nous annoncez le pouvoir politique de la classe ouvrière. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle que c'était une idée du manifeste mais dont vous êtes en train de parler. Mais le non. pouvoir politique de la classe ouvrière. Oui, mais non, le pouvoir politique de la classe ouvrière, dans le manifeste, c'est autre chose. Mais on peut leur rajouter des développements qui sont venus chez Marx après. Et en particulier, en France, par exemple, elle n'existe plus. Le dépérissement de l'État. Le dépérissement de l'État comme entité séparée de la société. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui surgir ? C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui la critique de la professionnalisation de la vie politique. La vie politique serait réservée à des professionnels de la politique. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces derniers temps ? Les gens qui ne votent plus aux élections, les abstentions, etc. Et puis le dégagisme, on vire tout le monde, etc., avec l'illusion que ça pourrait donner quelque chose. Mais vous voyez, il faut faire attention, parce que je prends cet exemple que j'ai lu dans un bouquin de Régis Debray. Vous avez quelqu'un un peu comme nous, là, un senior, disons, qui rencontre un jeune membre d'un comité, d'un conseil d'administration, un macronien, un jeune macronien en marche. Bon. Et alors, il s'assoit, il parle du monde, et puis le senior dit à son interlocuteur, oui, mais quand même, il y a la situation du prolétariat. Et alors, il voit que l'autre cligne des yeux, il dit, oui, enfin, je veux dire la situation des travailleurs. Et l'autre reprend en disant, ah, tu veux parler de la situation des couches défavorisées.
Alors vous voyez, c'est ça, le recul, la régression absolue de la pensée. Aujourd'hui, s'il y a des gens malheureux, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de peau, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de chance, ils sont défavorisés. Il y a des quartiers, c'est des quartiers sensibles. Attendez, on mélange un tas de choses, là. Donc, on mélange un tas de choses. Ce n'est pas vrai. C'est notre époque qui est revenue au temps de Marx, et pas le contraire. Enfin, on nous parle il y a un phénomène. Vous savez, l'effondrement du phénomène communiste n'existe qu'en Italie et n'existe qu'en France. Pour la simple raison qu'avant l'Italie et la France, le communisme en Europe occidentale n'existe nulle part. En Angleterre, c'est 2% des voix. En Allemagne, c'est 3% des voix grâce à Hitler. Et en Italie, bon, ça. Alors écoutez, le problème, c'est que il y a un fait majeur qui est l'effondrement du système communiste soviétique. Bien sûr. Oui. C'est un fait majeur. Il y a plusieurs millions de morts que l'on peut imputer au communisme. Il y a quand même, faut quand même pas exagérer. Il n'est pas vrai qu'en France, il n'y a pas eu de morts. Il n'est pas vrai enfin quand même, il y a le Parti communiste. Du fait du communisme, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce qu'on est en France. Je suis là parce que on était un régime capitaliste bourgeois. Sinon, je serais mort. Attendez, je dis clairement. Ils m'ont promis pendant 50 ans une balle dans la tête. Encore maintenant dans Lyon, ils le disent. Bon, écoutez, l'échec... Parce que vous n'étiez pas d'accord parce que j'étais accusé de complot contre l'Union soviétique par le bureau politique du Parti communiste français sur un vol. Pourquoi tu dis ça? Tu veux les documents? Mais non, tu veux les documents? Attends, c'est quand même trop facile. Ce que tu m'apprends, si Tillon, si on avait été en régime communiste, Marty, Tillon aurait été fusillé. C'est l'équivalent, les procès des pays de l'Est. Oui, on est d'accord avec ça. On est d'accord. Non, attends. Mais l'effondrement du Parti communiste, c'est ça. Moi, en 84, je le dis clairement, j'ai annoncé la fin. Mais ça ne répond pas à ma question. Le marxisme a-t-il un avenir? Mais attends, on s'en fout du marxisme. Ah bon? Ce qui compte, c'est le phénomène communiste. Ce qui compte, c'est le peuple organisé en force politique. Ce n'est pas le marxisme qui fait que le peuple est organisé en force. Althusser commet une erreur historique énorme. Il prétend qu'en France, le Parti communiste français a un gros défaut, c'est qu'il a une culture marxiste très faible. Grâce au ciel, c'est grâce à ça que le Parti communiste français a survécu. Les qualités du Parti communiste français, qui sont énormes, vient de ce que le Parti communiste français a mis en branle les qualités politiques de ce pays. Par exemple, on va prendre un exemple, la condamnation de la psychanalyse, en 48, 49. C'est pas du tout une histoire idéologique. Il n'est pas question des rapports de Marx et de Freud. Il n'est pas question des rapports de l'URSS et de la France. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du succès du Parti communiste français, qui est la libération. Un tiers, en gros, des psychiatres français sont communistes ou communisants. Les communistes français à la libération ont dans leur rang parmi les meilleurs psychiatres français. Lucien Bonafé et compagnie. Le Parti communiste est victime de son succès propre, qui fait que, par son implantation dans les milieux psychiatriques, c'est énorme. Vous savez, en France, il y a quelques centaines de psychiatres à la libération. Or, quand tu vois des gens comme Lebovici, comme Bonafé, comme Le Guillan, qui est par exemple le créateur de la psychiatrie sociale, tous ces gens jouent un rôle énorme. Les communistes à la libération sont les créateurs. Vallon est le plus grand psychologue français de langue française du XXe siècle, dans le monde. Et Vallon est le créateur de l'école maternelle française. Ça veut dire que ces gens... Et là... Donc là, ce que vous êtes en train de dire, Fautrier, c'est qu'au fond, le marxisme a permis à ces gens-là de jouer un rôle très très important dans leur profession, et que le Parti communiste français... Non. Excuse-moi, le marxisme... il faut voir ce que Henri Vallon raconte. Henri Vallon, qui est un homme supérieurement intelligent, quand toutes les conneries qu'il a pu dire, il en y a un certain nombre, c'est sur le marxisme. Ce qui est marrant, c'est que ce mec est un grand intellectuel et le plus grand psychologue. Quand il parle du marxisme, il est nul. Attends, il faut quand même voir un petit peu la polémique en 1900... Donc c'est pas le marxisme qui a fait ce succès, alors? Non, le succès du Parti communiste français tient aux enracinements politiques du Parti communiste français dans la société française. Oui, et à chaque fois que le marxisme en France a été mis en avant par le Parti communiste, en 47, 56... c'est pour raconter des conneries.
Bernard Vasseur, vous êtes d'accord avec cette idée? Mais non, pas du tout. Le communisme, moi, le premier texte que je connaisse où il est question du communisme au plan politique, parce qu'il y a eu des sens où il était question des communs avant, etc. Bon. Mais le communisme, le premier texte que je connaisse où il est question, où un citoyen se lève et dit « Je me réclame du communisme et je demande la communauté des biens », c'est dans Rétif de la Bretonne, Monsieur Nicolas, et c'est sous la Révolution, un peu après la Révolution française. Ensuite, il y a le banquet communiste de Belleville, dans les années 1830-1840. Le communisme, bon, il est né comme exigence politique, il est né en France. Vous voyez, c'est pour ça que quand on dit au Parti communiste français, pendant très longtemps, vous savez, Guy Mollet avait lancé cette foutaise, le Parti communiste français n'est pas à gauche, il est à l'est. Bon, d'ailleurs, il est né, il est un greffon soviétique sur le mouvement ouvrier français. C'est complètement erroné. Le communisme est né en France comme affirmation politique, et je vous signale d'ailleurs que c'est en France, à Paris, que Marx a rencontré tout le monde le sait, tout le monde le dit, que dans son parcours, quand il a été chassé d'Allemagne, quand il a été exilé, obligé à l'exil et qu'il est vécu à Paris, ça a joué un grand rôle, et c'est d'ailleurs là qu'il a écrit quelques-uns de ses beaux textes, comme le Lutte de classe en France et le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, donc c'est là qu'il a trouvé, avec cette vigueur, de la politique des ouvriers français. Donc voilà, moi je crois que ça pèse plus dans le marxisme, dans la pensée de Marx, ça, et dans celle de Lénine, qui a connu aussi la France, que ça compte beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Toute l'architecture politique de Marx, elle est française. Tout le modèle politique de Marx, le modèle de la lutte des classes, la théorie de Marx, elle est entièrement française. La lutte des classes en France, le 18 Brumaire, la guerre civile en France. Bon, ça veut dire que Marx emprunte à la France tout son schéma politique. Bon, et d'où sort notamment la dictature du prolétariat. Par exemple, le jdanovisme est une histoire qui n'existe pas en URSS. Alors, il faut dire que le jdanovisme, c'est au fond une manière de tirer la culture ou la pratique culturelle d'une théorie marxiste. Les communistes, les communistes français s'en tirent en disant « Ah, c'est le stalinisme, c'est pas nous, c'est les Russes ». Attendez, c'est plus compliqué que ça. Ce qui est vrai, c'était pas vrai. Attends, ce qui est vrai en même temps, c'est que le Parti communiste, à partir de 1956, contrairement à ce qu'on dit, s'est peu à peu écarté du modèle soviétique. En 1967, au comité central d'Argenteuil, le Parti communiste rompt définitivement avec le modèle culturel soviétique. Pour un tas de raisons. Et la séparation entre le PCF et le PCUS va continuer avec une chose. En 1975-1976, le Parti communiste est arrivé à la limite de la cohérence interne de l'identité communiste. Et en 1979, il a franchi le pas. Il abolit les rapports du PC à la philosophie marxiste. Ça veut dire que là, il n'est plus un parti marxiste. On va s'arrêter là. Et il n'est plus un parti communiste. Je voudrais rappeler donc le travail de Bernard Vasseur dans La démocratie anesthésiée, où il reprend une des notions qu'il a avancées ici même, aux éditions de l'Atelier. Et puis Émancipation, mode d'emploi, donc aux éditions du Cercle d'Art. Et puis pour vous, Bernard Foutrier, le stalinisme aux couleurs de la France, dont vous venez de parler, et la lumière du marxisme et l'ombre du parti. Et quand même ma thèse de doctorat sur la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse. Merci. J'ajoute juste un petit mot. In fine, moi je suis très attaché à une formule de Clémenceau, ça va surprendre, mais à une formule de Clémenceau qui dit « On reconnaît un discours de Jaurès à ce que tous les verbes sont au futur ». C'est ce sens du futur qu'il faut aujourd'hui recréer et travailler. Et pas seulement se tourner vers le passé en disant c'était pas terrible, et puis voilà. Merci à tous les deux. Le marxisme a-t-il un avenir politique? Troisième partie. Nos grands témoins sont Étienne Balibar et Yann Moulier-Boutan. Étienne Balibar est philosophe, professeur émérite à Paris X Nanterre. Vous êtes l'auteur de Lire le Capital. Oh, tu peux me tutoyer, Antoine. Avec Louis Althusser. Et puis, tu as fait ce livre qui s'appelle La philosophie de Marx, qui est un petit repère aux éditions de la Découverte, extrêmement utile.
Tu es aussi l'auteur de Spinoza et la politique aux presses universitaires de France. Et autour du travail de Balibar, il y a eu Autour de Balibar, Violence, civilisation, révolution, publié aux éditions de La Dispute. Excuse-moi de t'interrompre une deuxième fois. Parmi les co-auteurs de ce petit volume, qui me fait beaucoup d'honneur, évidemment, figure notre ami André Tozzel, un des meilleurs philosophes, un des meilleurs marxistes, un des militants les plus remarquables de notre génération, qui, hélas, est mort il y a maintenant un mois à peu près, et dont je voudrais saluer la mémoire ici. Yann Moulier-Boutan, vous enseignez l'économie politique à l'Université technologique de Compiègne. Vous avez publié un livre qui s'appelle L'abeille et l'économiste, chez Carnet Nord, beaucoup d'autres livres aussi. Vous co-dirigez la revue Multitude et vous avez écrit Le capitalisme cognitif ou la nouvelle transformation chez Amsterdam, aux éditions Amsterdam, et une bio de Louis Althusser, chez Grasset. Si j'en parle, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez en commun, que nous avons tous les trois en commun, qui est d'avoir été marqué par l'œuvre et la vie de Louis Althusser. Yann Moulier-Boutan, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, vous n'êtes plus tout à fait dans cette conception que vous avez partagée pendant un temps, et qu'aujourd'hui, dans le livre qui nous occupe, vous montrez que nous vivons une crise économique, sociale, environnementale, mais qu'on bascule dans une économie que vous qualifiez de pollinisation. Et alors, si je parle de la pollinisation, c'est parce que c'est une autre manière d'envisager une transformation. Alors, ce livre est quelque chose qui vise avant tout à s'inspirer non pas j'allais dire, ou du marxisme, ou se prétend marxiste, mais, à mon avis, de l'esprit de Marx, qui d'ailleurs détestait le mot marxisme. Rubel avait parlé de marxien. Rubel, c'est le traducteur de Marx. Le traducteur de Marx, etc., auquel on peut adresser plein. Le premier post-marxiste. Voilà. Donc il n'aimait pas trop cette discussion sur le marxisme. Et à mon avis, il ne l'eût pas aimé. Parce que s'il y a quelque chose que moi j'ai appris de Marx, c'est que de la théorie au bon moment, et à condition qu'on en fasse un usage sérieux et rigoureux, comme Althusser, Étienne l'ont fait, on peut tirer des tas d'instruments pour découvrir les choses nouvelles. Donc, autrement dit, je pense que si Marx était là aujourd'hui, on ne va pas faire tourner les tables, mais la première chose qu'il se demanderait, dans quelle société vivons-nous? Il analyserait n'importe quelle marchandise la plus petite et il se dirait où là-dedans est la valeur, où sont les rapports sociaux cristallisés, qu'est-ce que c'est que ce truc de l'État, comment se fait-il que le capitalisme soit tellement résilient, grand mot à la mode, c'est-à-dire se remet en selle et résiste à tout. À la Commune, à la Révolution de 17, à la Révolution maoïste, machin, etc. Donc, populaire. Alors, voilà. Comment se fait-il? Bon, donc, de ce côté-là, c'est vrai que j'ai essayé d'explorer, par exemple, ce que Marx a évoqué sur la socialisation croissante, qui est un résultat de la production capitaliste, mais qui est un antagonisme fou, et dans lequel il n'est pas dit d'ailleurs que ce soit les capitalistes qui prennent l'offensive, c'est quelquefois les autres, les exploités qui la prennent, pour montrer qu'on était arrivé à un degré d'interdépendance, d'interaction, d'utilisation des machines et du machinisme, telle, autre chose que Marx avait envisagé, que simplement s'en tenir à ce qu'on appelle la loi de la valeur, c'est-à-dire que toute chose peut être mesurée par le temps de travail et par le temps d'exploitation que les capitalistes arrachent, ne parvient pas à rendre compte aujourd'hui d'un certain nombre de phénomènes fondamentaux. D'où l'image des abeilles. D'où l'image des abeilles. Autrement dit, si vous voulez, soit vous vous intéressez aux abeilles dans le vieux système productif, elles produisent du miel, de la cire. Là, vous avez l'output que les gens produisent, où on s'intéresse à ce qu'un travailleur fait, c'est-à-dire les heures de surtravail que parvient à lui extorquer un patron. Soit on voit ce que la société produit, et effectivement, la société produit beaucoup, beaucoup plus de richesses que cette forme misérable de la valeur, en pollinisant, c'est-à-dire l'interaction humaine. Ça peut paraître très abstrait, mais c'est très concret quand on voit comment Google, GAFA, les moteurs de recherche fonctionnent, car ce qu'ils tracent grâce au numérique, c'est cette pollinisation qui est une force productive énorme par rapport à la force productive. C'est ça qui m'intéresse de ce point de vue-là. Il n'empêche que j'ai commencé ma réflexion sur l'histoire du salariat que j'ai sorti de l'esclavage, c'est ma thèse,
hein, qui était vraiment... j'étais très sensible à ces choses-là. Et je dois dire que Vitry m'a intéressé aussi parce qu'il s'est trouvé que à ce moment-là, moi j'ai commencé à faire mes études et mes premiers pas militants, c'était sur les collectifs d'immigrés, de sans-papiers, etc. Et je trouve que nombre de choses, à l'époque, Vitry m'avait estomaqué assez fortement, et on avait, je me souviens très bien, avec Guy Konopnicki et quelques gens qui étaient déjà très contestataires dans le parti, on avait fait une chose qui était une fausse humanité. En raillant, en le raillant, je comprends très bien qu'Étienne l'ait pris pas du tout lui en le raillant, mais nous on était à l'extérieur, plus des gens qui avaient déjà un pied dehors, et on avait fait cette fausse humanité qui nous avait... On s'était bien amusé, José Arthur l'avait présenté à France Inter. Oui, je t'avoue que moi je trouvais rien d'amusant dans la situation. Non, mais quand je dis amusé, j'ai dit la réponse amusante à une chose qui était plutôt triste. Hein. Donc il vaut mieux en rire qu'en pleurer. L'abandon de la... non, mais l'abandon, tout ce qu'a dit Étienne, qui violait complètement le moindre sens humain des rapports sociaux. Ça ne sortait pas de rien, Non, évidemment. Alors, maintenant, pour revenir à... moi, je pense effectivement que la société est faite de tas de violences, de contradictions, etc. Alors, ce qui m'intéresse après, c'est le marxisme. Ça a été dit d'ailleurs précédemment, hein, entre marxisme, socialisme. Bernard Vasseur a essayé de dire timidement que peut-être c'était le socialisme qui avait fait foirer le communisme, ou ce que les Italiens appelaient le socialisme réel, réalisé ou réel, réellement existant. Et puis alors, donc il faut mettre trois choses. La puissance de Marx, son génie, qui à mon avis continue et continuera d'inspirer plein de gens qui ont envie de comprendre simplement la société dans laquelle ils sont, etc. Deuxième chose, l'histoire du mouvement ouvrier qui, à un moment donné, a été fortement impressionné par Marx, qui s'est construit en parti politique, etc. Et tout ça a donné, à mon avis, ce que... Daniel Lindenberg, qui vient de disparaître aussi, dont je salue la mémoire, a fait un petit ouvrage formidable qui s'appelait « Le marxisme introuvable », en montrant que le marxisme passait par des phases. On se jetait dans les bras du marxisme, c'était le marxisme que chacun avait inventé. Hein, on voit midi à sa porte. Donc il y a eu un marxisme des possibilistes, il y a eu un marxisme... Même Jaurès a pu... à part la question l'athéisme, se sentir à l'aise dans le marxisme. Et puis, il y a eu la redécouverte du marxisme, le Marx de la maturité, la coupure, enfin plein de choses auxquelles Étienne a participé directement. Et je pense qu'effectivement, heureusement, le marxisme qui interprète Marx se trompe sans cesse, et le socialisme, j'allais dire, comme a dit Négri, au revoir, bye bye. Je ne me sens pas socialiste. Je me sens peut-être post-communiste, au sens que je retiens du communisme l'élan, la volonté de faire des choses qui vont dans le sens d'une libération, de beaucoup de formes de domination. Étienne a cité la coloniale, qui n'est pas une petite chose, parce qu'on colonise les esprits. Aujourd'hui, ce serait la colonisation numérique. Mais je me sens en cela, oui, mais l'histoire du marxisme au sens de la doctrine, des doctrines officielles, de leur transformation, du très grand impact du marxisme soviétique, les aléas du marxisme occidental, etc., tout ça, je pense que c'est absolument passionnant, mais j'en fais pas une politique. D'autant que Marx, Étienne, Négri que j'ai connu, etc., sont des grands théoriciens, comme Marx, et à mon avis des politiques qui ont raté leur coup. Complètement, c'est-à-dire c'était pas des grands politiques, au sens que les politiques, comme un autre pérailliste l'avait dit, font souvent le contraire de ce qu'ils ont. Ils sont amenés à faire dans la pratique le contraire de ce qu'ils ont soutenu dans la théorie, etc. Donc Lénine, en ce sens, est un politique, c'est un théoricien moyen, mais Staline est un politique et c'est un théoricien nul, et Marx est un très grand théoricien, et je pense que ça a été un politique
qui a eu des effets politiques considérables, mais il n'a pas du tout obtenu ce qu'il voulait, ni ce qu'il espérait. Étienne Balibar, vous écrivez dans ce petit livre dont j'ai parlé que le marxisme était une composante d'une pensée critique plus large. Et je voudrais qu'on essaye d'approfondir ça. Pourquoi, au fond, une pensée critique plus large qui renvoie aux contradictions du progrès, qui renvoie à une éthique révolutionnaire et qui renvoie à l'expression de l'effort de libération individuelle et collective des uns et des autres. C'est-à-dire, si on prend ces thèmes-là, le marxisme n'est pas seul à les féconder, il y a d'autres pensées qui les fécondent, mais là, on a au fond les linéaments d'une politique. Oui. Critique est un mot très important, hein, bon, auquel je tiens beaucoup. Parce que d'une certaine façon, c'est celui qui fait le lien, qui permet l'articulation, au fond, entre les deux dimensions que Yann Moulier-Boutan vient d'évoquer, en disant que moi et d'autres, on avait raté notre coup à ce sujet. Bon, c'est-à-dire la théorie, l'analyse, la compréhension, l'intelligence des rapports sociaux, des structures, des transformations historiques auxquelles nous assistons d'un côté, et puis l'engagement de l'autre, l'action politique. Bon. Et je pense que ce mot de critique déborde des deux côtés. C'est bon, comme il y a une phrase célèbre de Marx qu'il faut pas, à laquelle il faut faire attention. Elle a d'ailleurs beaucoup servi dans l'histoire où il est question de remplacer les armes de la critique par la critique des armes. Bon, à une certaine époque, en Amérique latine, quand mon camarade Régis Debray était parti accompagner le Che Guevara dans les maquis de Bolivie, évidemment, on prenait la chose absolument au sens strict, direct, hein, c'est-à-dire qu'il fallait prendre le fusil, le pouvoir est au bout du fusil, etc., etc. Bon, mais on peut prendre la chose dans un sens plus général. Ça nous ramènerait d'ailleurs à la question de la violence que tu évoquais tout à l'heure, car il n'y a pas de politique qui ne se confronte pas avec la violence. Bon, alors, ça veut dire qu'il y a une dimension théorique et une dimension pratique de l'idée de critique. Bon, alors ensuite, les choses se compliquent parce qu'il s'agit de savoir quelles sont les structures d'aliénation ou d'exploitation ou d'oppression qu'on cherche d'un côté à analyser et de l'autre à transformer, éventuellement à révolutionner. Bon. Le communisme, de ce point de vue, c'est une idée suffisamment générale, j'allais dire suffisamment floue, suffisamment plastique, même si elle comporte quelques exigences quand même, pour pouvoir contenir, en réalité, si on l'entend d'une façon... Plusieurs sortes de pensées critiques. Plusieurs sortes de pensées critiques, oui. D'abord, il faut prendre conscience, je tiens à le dire, puisque ici on est là pour parler de Marx, du fait que le communisme est quelque chose qui a existé avant Marx, hein, bon, même dans les mots, et si on va un petit peu au-delà des mots, si on trace leur généalogie, au fond, dans l'histoire de l'Occident, et peut-être on pourrait encore remonter encore avant, le premier grand communisme, c'est le communisme chrétien, c'est Saint François d'Assise. Hein, c'est l'idée de la fraternité, une fraternité qui s'étend non seulement à tous les êtres humains, mais même, d'une certaine façon, à toute la nature. C'est pourquoi le pape François d'aujourd'hui, à certains égards, et je connais des gens autour de moi qui disent « Ah, celui-là, finalement, c'est peut-être pas le plus mauvais des communistes d'aujourd'hui, même si il est évidemment en bagarre avec son propre appareil. » Bon, alors c'est quelque chose qui a commencé, qui a existé avant Marx, et c'est quelque chose qui continue d'exister ou qui existera après Marx. Ou je veux dire, même quand l'idée que Marx faisait du communisme ou de la stratégie communiste ou de la société communiste aura été relativisée ou profondément transformée. Ce qui empêche qu'on renonce purement et simplement à Marx, c'est qu'on a affaire au capitalisme, hein, pour les raisons. Alors, Yann vient d'expliquer du mieux qu'il a pu, et je trouve ça très intéressant, en quoi les mécanismes de valorisation, d'accumulation, d'organisation de la production capitaliste et de la société se sont profondément transformés depuis Marx. Mais il y a quelques métamorphosés, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a des éléments de structure, même très généraux, qui résident justement dans l'accumulation indéfinie de la valeur monétaire, qui sont toujours les mêmes. Bon, alors, c'est ce qui fait aussi que
évidemment, la critique du capitalisme à laquelle Marx a procédé ne peut pas être considérée comme purement et simplement périmée ou obsolète, même et surtout si, et je suis d'accord avec lui, il importe aujourd'hui de la reformuler et de la remettre en chantier dans son intégralité. Ceci étant dit, et je terminerai là-dessus, il y a des aspects de l'aliénation ou de la domination sociale auxquels Marx n'a jamais pensé ou auxquels il n'a apporté qu'une attention extraordinairement marginale, et qui tiennent à des différences anthropologiques, des différences entre les êtres humains qui se transforment en moyens d'oppression et de domination, qui pour lui constituaient ou bien des sous-produits ou bien des à-côtés du capitalisme qui était le mode d'exploitation fondamental, ou bien n'existait pas purement et simplement. Et le plus fondamental de tous, évidemment, c'est le mécanisme d'oppression et de domination qui est fondé sur la différence des sexes et plus généralement sur la différence des sexualités, on pourrait dire. Bon, alors, de ce point de vue, il y a toutes sortes de nuances. Les marxistes et les féministes ont une discussion qui dure depuis plus de 2 siècles au moins, et qui donne lieu quelquefois à des frottements et même à des inventions qui sont très intéressantes. Mais il reste quand même fondamentalement, Engels c'était déjà autre chose un peu que Marx sur ce point, mais il reste que fondamentalement sur ce point, Marx avait une tache aveugle devant les yeux. Et ça se traduit jusque dans sa théorie. Il y a des points absolument évidents où on peut identifier la chose. Par exemple, quand Marx entreprend d'expliquer ce que c'est que le travail productif, celui qui sert à l'accumulation de la valeur capitaliste, par opposition au travail improductif. Le travail domestique, c'est pas du travail productif. Marie-Christine ? C'est parce qu'on parle de la domination masculine que ben, vous me donnez la parole. Je souhaite que vous disiez quelque... Non, justement. Non, ça c'est un peu caricatural. Non, c'est parce que Antoine me donne la parole. Mais je ne redirai pas là-dessus. D'abord, je suis très impressionnée d'être face à tous les deux. Il me semble que dans le débat précédent, comme dans celui-ci, on parle d'une part de... Enfin, le sujet, c'est le marxisme a-t-il un avenir ? Et on parle alternativement et de façon croisée de la théorie qui est censée expliquer et de la politique qui est censée transformer. Parce qu'on et peut ça, ni attendez, les séparer, excusez-moi, j'ai une question quand même. J'ai une question, il me semble, c'est dans votre livre, Yann Boutan, que vous parlez de la crise des subprimes et de la crise financière. Et je voudrais savoir en quoi le marxisme aujourd'hui peut nous expliquer ce qui se passe alors que des machines automatiques génèrent une valeur financière à la nanoseconde en investissant sur des actions. Comment non, mais et ça répond à la question, est-ce que la théorie marxiste nous aide à comprendre cela ? Yann Moulier-Boutan, on a très peu de temps. Alors, pardon. Le fast trading, c'est-à-dire le fait de faire des transactions financières très vite, ça repose sur quoi ? Ça repose sur l'anticipation des comportements ensemble. Et la puissance de la finance, la puissance de la bourse, c'est les prophéties autoréalisatrices. C'est que si tout le monde se met à croire quelque chose en même temps, par exemple que la banque va se casser la figure, elle se casse la figure. Si vous voulez, c'est quelque chose, c'est ça la finance, c'est la confiance. Or, la confiance est un lien éminemment social. Et au fur et à mesure que, par exemple, les pauvres aux États-Unis sont rentrés dans la brèche, qu'eux aussi avaient droit à un logement, et il n'y a pas aux États-Unis de système de HLM, de construction machin financé. Ça n'a rien à voir avec le marxisme. Si, parce que au fur et à mesure que les pauvres se sont rendus compte, ils ont, et c'est la lutte de classe, ils ont sollicité des crédits qu'ils étaient incapables de rembourser, et finalement, en prenant au mot le capitalisme, ils ont fichu le capitalisme en crise, la crise de 2008. Marx est parti en 1857-58, qui est la phase. Pas toute l'histoire. Marx est parti des crises financières. C'est ça qui l'intéressait dans le Capital. Il y voyait un extrait de conflictualité. Il lisait de la conflictualité en acte. Il en sortait de ça des gens. Et le fast
trading essaye de prendre ça de vitesse. Merci. Donc c'est une contre-offensive. Merci Yann Moulier-Boutan, merci Étienne Balibar. C'est ainsi que se termine cette émission. Je voudrais vous inviter à fermer votre télévision et à lire quelques livres qui vont vous permettre d'approfondir ce que nous avons tenté de dire dans cette émission. Et d'abord ce petit bouquin qui s'appelle « La philosophie de Marx », publié aux éditions de la Découverte chez Repère. Et peut-être aussi... Il est sorti de Repère maintenant, il a été réédité dans leur collection de poches ordinaires. Et aussi ce livre qui s'appelle « L'abeille ». Oui, alors la suite, ça va être la société Pollen chez Des liens qui libèrent. L'abeille et l'économiste, qui est donc publié aux éditions Carnet Nord. Voilà, merci à tous. Merci à vous.